Écoutez, on a rencontré avec la SAGEM, Safran, groupe Safran, mais je ne connais plus le nom en anglais. Ensuite, on a rencontré les salariés du commerce, différentes enseignes. Et puis, on arrive de l'hôpital. On a rencontré les salariés de l'hôpital. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée concrètement? J'allais dire des choses que j'entends un peu partout où je vais, parce que je fais beaucoup de déplacements dans les syndicats et dans les entreprises. Des salariés qui globalement sont mal dans leur travail, qui sont soumis à d'énormes pressions de leur direction au nom de la rentabilité, la profitabilité de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est le même discours dans SAGEM commerce que l'hôpital public. C'est pas surprenant, mais enfin, ça ne devrait pas être le cas. Ils utilisent les mêmes mots d'ailleurs, rentabilité, compétitivité. Et puis des directives de direction qui se heurtent à des salariés qui ont du mal à faire leur travail et qui sont de plus en plus mal au travail. Voilà. Puis après, une volonté non plus aussi de ne pas se laisser faire, de trouver des solutions pour rassembler, puis pour essayer de changer la donne, ce qui est bien dans ce qu'on propose dans la CGT, quoi. On dit quand on n'est pas d'accord, mais tout de suite derrière, on dit voilà ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation. Ce qui est un petit peu incroyable, le paradoxal, c'est que le chef de l'État est venu il y a quelques jours, notamment chez Safran, pour dire que tout allait bien, et vous dites que ça va moins bien que ça en fait. Écoutez, premièrement, c'est un hasard. Hein. C'est peut-être lui qui a voulu me précéder d'ailleurs, il a dû vérifier mon agenda. En tout cas, ta visite, elle est programmée depuis 3 mois. Ouais, voilà. C'est vrai que je l'entends beaucoup dire que tout va bien. Et j'ai eu l'occasion de le croiser au début de l'année, parce qu'il présente ses vœux aux acteurs sociaux, comme ils se disent. J'ai dit, mais alors si tout va bien, pourquoi vous ne vous représentez pas? Et j'ai pas eu de réponse. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, ils font... c'est la méthode Coué. Tout va bien, on n'est pas compris, etc. Vous avez écouté les salariés et les citoyens. Ce qu'ils devraient faire, eux, c'est pas tout à fait leur avis. Et puis j'ai cru comprendre ce matin à la SAGEM que là aussi il avait pas passé beaucoup de temps à discuter justement avec les salariés, avec les syndicalistes pour qu'ils leur parlent effectivement de ce qui se passe dans l'entreprise. Il est venu faire un discours, on a rassemblé le personnel, un beau discours sur grâce à moi et grâce au CICE, voilà, vous avez une belle entreprise et tout va bien. Et puis il a dû faire quelques selfies quand même, et puis il est reparti. Comment expliquer que les syndicats, enfin que les personnels soient pas aussi représentés par les syndicats en France? Il n'y a pas tant de gens que ça qui sont syndiqués en fait. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Vous avez raison, il n'y en a pas assez. Ceci dit, deux choses. Il y en a l'année dernière, il n'y en avait pas plus que l'année d'avant, mais on a été capable de faire beaucoup de choses. Et là, tous ceux qui sont chargés de nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, n'arrêtez pas de crier sur les syndicats, il y en a marre, etc. Vous voyez, avec nos petits bras musclés, on arrive quand même à faire un certain nombre de choses et à rassembler les salariés. D'ailleurs, ça se voit aux élections professionnelles, hormis les TPE, mais chaque fois que les salariés peuvent s'exprimer sur les syndicats, ils le font massivement. Le taux de participation aux élections professionnelles est largement supérieur au taux de participation aux élections politiques. Donc, j'allais dire qu'ils balayent devant leur porte avant de venir nous donner le son. Le seul problème qu'on a, c'est que les élections politiques, c'est tout le monde vote le même jour. Et les élections professionnelles, c'est organisé ou désorganisé, et donc ça pose des problèmes. Après, 80% des salariés, dans le sens large des salariés, privés d'emploi, etc., 80% disent qu'ils ont peur de se syndiquer. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que dans un pays démocratique, un pays des droits de l'homme, 80% des citoyens disent qu'ils ont peur de se syndiquer. Là, il y a quelque chose à faire. Et ils ont raison d'avoir peur, malheureusement, parce que, on pourrait dire mieux que moi, parce qu'il est confronté à des réalités de terrain, moi j'en croise aussi. Dès qu'on désigne un délégué syndical dans une entreprise, en général, le mois d'après, il n'a pas une augmentation. C'est souvent une lettre de licenciement. Ça, c'est un vrai problème. Et donc, je pense que là aussi, les pouvoirs publics, plutôt que de se lamenter, de faire semblant de se lamenter sur le syndicalisme, il faut
nous, par exemple, on demande une loi d'amnistie pour tous les actes de répression syndicale, et dans la période, il y en a eu quelques-uns. Quelle sera la place justement du syndicat pendant cette période présidentielle? Vous Bah, n'avez pas de position, vous On donnez aucun conseil? n'a pas de position. Vous ne donnez pas de conseil de vote en tout cas. Pas du tout. Par contre, on donne plein de propositions, et je pense qu'on tient toute notre place, même si parfois on essaye de nous cantonner dans un rôle de choix du pire ou du moins pire. Nous, on amène plein de propositions. Par exemple, on se félicite que dans cette période, des candidats reparlent de la loi travail, reparlent du travail, reparlent de réduction du temps de travail, reparlent de pouvoir d'achat. Ça, c'est des choses qui intéressent. Et je pense que tout à fait modestement, c'est aussi grâce à aux contributions syndicales qui ont placé ces questions au cœur des mobilisations l'année dernière et des revendications là. Par contre, nous, évidemment, on n'est pas là pour dire voter pour tel ou tel candidat, c'est pas notre boulot. Vous êtes pour la réduction du temps de travail à 32 heures, ce qu'a proposé d'ailleurs Benoît Hamon, mais pas pour les mêmes raisons. Ah non ? Je sais pas, je l'ai pas vu encore. Donc, Lui parlait il y aura moins de travail, donc forcément on va compenser avec un revenu universel. Vous dites qu'il faut réduire le temps de travail pour créer 4 millions d'emplois, c'est ce que j'ai vu. il dit deux choses, pardon. Il dit qu'il faut réduire le temps de travail, comme nous, parce que il faut mieux répartir le travail. Ça, on est d'accord. On dit même plus, nous, on dit il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont trop de travail, et il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas du tout de travail. Donc, ou des gens qui, je l'ai vu par exemple tout à l'heure, je l'ai revu pour les salariés du commerce, leur problème c'est de travailler plus, parce qu'on ne peut pas vivre avec des temps partiels de 15 heures ou 20 heures. Après, il propose le revenu universel, parce que lui, il part de l'idée qu'il n'y aurait pas assez de travail pour tout le monde. Je ne sais pas où il a vu ça. Nous, on pense qu'il y a du travail pour tout le monde. Si tout le monde travaille moins, dans de meilleures conditions, il peut y avoir du travail pour tout le monde, quelles que soient les évolutions technologiques ou ce qu'eux ils appellent une révolution, les évolutions technologiques, il y a du travail pour tout le monde. Le travail, c'est structurant dans la vie. Vous avez qu'à discuter avec des privés d'emploi, eux, ils savent ce que c'est de ne pas avoir de travail, c'est d'ailleurs plus de vie sociale, plus de lien social. Le travail, c'est un endroit qui structure, où on met en œuvre ses compétences, et en même temps, on rencontre du monde, on discute. On parle de boulot, mais on ne parle pas que de boulot, donc c'est très, très important le travail. Le problème, c'est quand on en a trop, là, ça devient grave. Et la vie sociale, le lien social passe forcément par le travail? Pas que, mais ça passe aussi par le travail. C'est pour ça qu'il faut équilibrer le temps qu'on passe au travail et le temps qu'on passe en dehors du travail. Donc en travaillant moins, il y a aussi du lien social, parce que on peut militer dans une association, s'occuper d'un club sportif, voilà. Mais si on travaille tous 12 heures par jour, parfois même le dimanche, comme certains, le lien social et la vie sociale, elle est très limitée. Vous avez dit que les autres candidats de gauche étaient assez loin de la réalité du travail, même Mélenchon. Oui, parce qu'ils confondent. Justement, ils sont un peu offusqués. J'ai cru comprendre. Il ne faut pas confondre emploi et travail. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'emploi, c'est les statistiques, combien il y a de gens qui bossent, même si après on peut discuter des statistiques. Le travail, c'est autre chose. C'est quand j'arrive au boulot, est-ce que je suis bien? Est-ce qu'on me laisse faire mon travail? Est-ce qu'on laisse mettre en œuvre mes compétences? Moi, ce que je constate dans mes multiples déplacements, dans mon entreprise, c'est qu'il y a des gens qui viennent de plus en plus à reculons au travail. C'est quand même un problème. Il y a des gens qui bossent, et puis, mais qui savent en bossant que ce qu'ils sont en train de faire, c'est n'importe quoi. Mais ils respectent des process qu'on leur impose. Voilà. Ça, c'est parler du travail. Et je pense qu'il faut un vrai débat sur ces questions-là. Ce qui pourrait faire changer, par exemple, Hamon sur la fin du travail ou pas la fin du travail, sur le revenu universel. Et dans toutes les... Enfin, le pire, c'est l'hôpital, hein, parce que je crois que c'est là où il y a le plus de souffrance. De plus en plus, par exemple, on avait une discussion, pourquoi on choisit le travail de 12 heures, 2 fois 12 heures, c'est parce qu'on se dit, je vais travailler longtemps pendant une journée, mais je vais passer que 2 jours au boulot. C'est quand même dramatique qu'on aille au travail à reculons. Donc c'est de ça qu'on veut parler. Donc il y a bien une différence entre
l'emploi et le travail, c'est pas tout à fait la Vous même avez suivi leur combat, leur moment actuel? chose. Je le suis, oui, je le suis, oui. Je leur disais rentabilité, compétitivité, économie, flexibilité. On aime l'entendre dans aucune entreprise. Moi, je viens de chez Renault, une entreprise privée où il y a beaucoup d'argent, beaucoup de dividendes versés aux actionnaires. Même là, c'est pas normal, mais enfin bon. Mais à l'hôpital, vous vous rendez compte? Parler de compétitivité à l'hôpital, alors qu'on a des gens en face de soi, des patients qui demandent de l'attention, du temps, et elles se font engueuler parce qu'elles passent trop de temps avec des gens malades. C'est absolument scandaleux. Et ce qu'on propose, c'est pas d'augmenter les dotations pour l'hôpital, c'est de leur dire il n'y a plus d'argent, il faut faire des économies, et puis on va même supprimer des emplois. Enfin, on est dans une logique d'entreprise marchande, on est dans une logique d'entreprise financière. Alors, si c'est des méthodes à l'hôpital, bon. Qu'est-ce que vous leur avez dit alors? Moi, je les ai beaucoup écoutés, puis on a réfléchi ensemble sur comment faire sortir cette souffrance de l'hôpital. Voilà, on a réfléchi ensemble comment le combat, on peut l'élargir, continuer à le mener. Une discussion intéressante. Et sur la santé, il y a des propositions de la CGT justement pour essayer d'améliorer la situation? Déjà, premièrement, il faut qu'on arrête de dire que la santé est un coût. La santé, c'est un investissement. Si aujourd'hui l'espérance de vie elle a progressé, c'est parce qu'à une époque on a inventé la sécurité sociale et on a dit il faut mettre beaucoup d'argent pour soigner les gens, beaucoup d'argent, et en même temps il faut que la santé, tous les citoyens ils soient égaux devant l'accès aux soins. C'est le principe de la sécurité sociale, que vous soyez riche ou pauvre, complètement démunis, vous allez à l'hôpital, alors c'est de moins en moins vrai, mais vous avez le droit d'être soigné. C'est ça la solidarité. Donc les propositions, c'est que au lieu de donner beaucoup d'argent au CICE, je crois qu'il a fait un couplet Hollande quand il est venu, CICE, une grosse partie du CICE, ça va dans les poches des actionnaires. Vous savez que la France est dans le peloton de tête, voire sur le podium des dividendes versés aux actionnaires. Cet argent-là, il faut le remettre... faut en mettre dans la santé, dans les services publics. Les propositions, c'est d'embaucher. Tout le monde. Les prétendants à l'Élysée critiquent les 35 heures à l'hôpital. C'est pas les 35 heures, c'est un problème. C'est qu'il fallait embaucher suffisamment de personnel pour éviter qu'il y ait des millions d'heures supplémentaires en stock dans les hôpitaux et que les infirmières, parce que c'est beaucoup des femmes, ne puissent pas les prendre. On les rappelle quand elles sont en vacances parce qu'il y a une collègue qui a attrapé la grippe et qu'il n'y a plus personne pour soigner. Donc c'est ça, mettre de l'argent dans l'hôpital, parce que c'est pas un coût, c'est un investissement, embaucher, et puis investir dans du matériel. Voilà, on a la chance d'être dans un pays encore où il y a de l'industrie, il y a des entreprises françaises et des salariés qui se battent dans certaines entreprises françaises pour développer l'imagerie médicale, scanner, etc. Une entreprise à Grenoble, à côté de Grenoble, Thales, on va fermer parce que pas assez rentable. Thales préfère investir dans l'industrie de défense. C'est vrai qu'avec tous les conflits qu'il y a sur la planète, c'est très rentable la guerre. Mais c'est des choix, d'autres choix qu'il faut faire. Donc, oui, on a des propositions très concrètes pour l'hôpital, et puis il faut arrêter de privilégier la santé privée en accordant, en favorisant des actes simples et très rentable dans les cliniques privées et renvoyer toute la misère du monde dans les hôpitaux publics, parce qu'on sait que dans les hôpitaux publics, on va s'en occuper. Montluçon est un ancien bassin industriel qui se reconvertit. Est-ce que vous avez justement des propositions? Oui, on a d'ailleurs fait des assises de l'industrie la semaine prochaine, je crois. Justement pour premièrement dire qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un déclin industriel dans notre pays. Et puis on travaille par bassin d'emploi, par département, par région, sur des propositions de développement de l'industrie par rapport à des industries existantes. Et puis des nouvelles propositions d'industrie ou d'industrialisation sur des produits nouveaux, etc. Je vous ai évoqué l'imagerie médicale, par exemple, c'est très générateur d'emploi. Donc il y aura des initiatives ici
le 21 mars avec des propositions concrètes de création d'emplois, de développement industriel, comme dans tous les territoires. Les problèmes rencontrés, notamment dans la santé, on les rencontre en termes de souffrance au travail, aussi à l'éducation nationale et dans bien d'autres services publics. Vous ne pensez pas que ça procède d'une volonté de destruction des services publics, de casse des services publics et quelles sont les propositions de la CGT dans ce sens? Voilà, vous avez fait la question, la réponse, oui, c'est la même qui propose de supprimer 500 000 fonctionnaires parce que ça coûterait trop cher, ils seraient feignants, etc. Bon, enfin, donc il y a une vraie bataille à mener sur les services publics. On y travaille. On a commencé par l'industrie, mais on va faire les services publics parce que on le sait bien, un territoire sans industrie, c'est des services publics qui sont bons, mais un territoire sans services publics, c'est des industries qui ne viennent pas. Donc c'est complémentaire, l'industrie. Donc les propositions, il y a besoin, premièrement, de recréer des postes de fonctionnaires, parce que contrairement à ce qui se dit, les effectifs de fonctionnaires n'ont pas augmenté en France. D'ailleurs, je prends Fillon parce que c'est lui qu'on parle beaucoup. Il y a eu un transfert de compétences avec les lois de décentralisation de l'État vers les collectivités territoriales. Et donc, avec ce transfert, il y a eu des fonctionnaires qui ont été transférés de la fonction publique d'État vers la fonction publique territoriale. Donc, on peut avoir augmenté, et dans des proportions qui ne sont pas correspondantes, dans certaines collectivités, le nombre de fonctionnaires. Mais sous détriment. Mais s'il y en a moins dans l'État, c'est juste un transfert de compétences. Donc il y a besoin d'embaucher, et notamment à l'école, dans la santé publique, je vous en ai parlé, dans la police. Dans la police, vous voyez ce qui se passe actuellement, c'est bien parce qu'il y a eu 10 000 postes de supprimés, et donc on a supprimé le lien entre la police et la population. Alors, je passe les excès et les graves choses qui se sont passées, mais globalement, les policiers y souffrent aussi parce qu'ils sont en manque d'effectifs, en manque de moyens, et on a supprimé la police de proximité, ceux qui faisaient le lien et qui apaisaient souvent les tensions, parce qu'on se connaît, quand on se côtoie tous les jours, on se connaît. Donc il y a besoin, et puis il y a besoin de réinternaliser un certain nombre de choses qui ont été externalisées. C'est pas culpabiliser les salariés qui travaillent dans ces entreprises privées, ils font le boulot, sauf que les fonctionnaires, ils rendent des comptes aux citoyens. Les salariés de ces entreprises externalisées, ils rendent des comptes aux actionnaires. La mission n'est pas la même. Le service au public, c'est noble. Le service aux actionnaires, c'est beaucoup moins noble. Et la qualité et l'offre, elle est différente. Et vous avez dû tous croiser. Moi, j'ai un souvenir d'être sur une route de montagne où le gars qui conduisait le chasse-neige... Il voit une voiture sur le bas-côté qui est dans le fossé parce qu'il avait dérapé. Il n'a plus le temps de s'arrêter pour sortir la voiture parce que son patron va l'engueuler parce qu'il va être en retard. Un fonctionnaire, il n'y a même pas besoin de lui demander, il s'arrête tout de suite et il aide le citoyen à se dégager. Ouais. Ça, c'est des petits exemples comme ça de la pression de la finance. Donc il y a besoin de réinternaliser un certain nombre de services publics. Il y en a des tonnes, je ne peux pas tous vous les citer, mais... Par rapport au TPE également, on a vu une campagne qui a été extrêmement médiocre parce que le gouvernement n'a pas accordé les moyens suffisants, notamment pour populariser cette élection qui est une élection pourtant importante et qui concernait de nombreux salariés du privé. On a même entendu dire que certains préfets se sont opposés à ce que des maires sortent des panneaux syndicaux pour les élections professionnelles. Vous estimez pas que c'est un acte assez scandaleux, et le fait d'avoir si peu valorisé les élections, n'a-t-elle pas... Est-ce que ça explique pas en partie la grande abstention qu'il y a eu, parce qu'on a l'impression que les gens n'étaient pas bien au courant de... Vous avez raison, nous on ne fuit pas nos responsabilités. On a des efforts à faire sur les entreprises, enfin sur les salariés des toutes petites entreprises. Mais forcément, c'est là où il y a le moins de syndicats, où une présence syndicale la moindre, et forcément, nous, on est favorable, je le dis entre parenthèses, mais j'en ai parlé tout à l'heure, parce que quand il y a une élection pour la représentativité des syndicats, tout le monde vote le même jour. Quand on élit le président de la République, c'est pas étalé sur une semaine, et puis les fonctionnaires votent en septembre, et les gens du privé votent en novembre.
Donc pour la représentativité, il faudrait que tout le monde vote en même temps et qu'on ait les moyens pour voter. Mais ça, il faut que la CGT fasse des efforts pour aller voir ses salariés, mais c'est 4,5 millions de salariés, et c'est des dizaines de milliers d'entreprises. La boulangerie, l'aide à domicile, etc. Par contre, effectivement, le gouvernement a organisé la désorganisation de ces élections. En reportant la date des élections, il y a eu plus de 10%, puisque c'était un vote par correspondance ou par Internet, d'adresses qui étaient fausses. Alors on nous dit c'est pareil pour les élections politiques. Sauf que dans les élections politiques, avec votre carte d'électeur, même si vous avez déménagé, vous pouvez voter dans l'ancien bureau de vote. Là, si vous ne recevez pas de matériel, vous ne pouvez pas voter. Alors faire voter des gens le 30 décembre, là encore, le même jour où j'ai croisé Hollande, je lui ai dit on va reporter les élections présidentielles au 30 décembre 2017. Il m'a dit non, ça ne va pas. J'ai dit c'est ce que vous faites pour les TPE. Donc ça, c'est vraiment une connerie. Il n'a pas répondu non plus. Faire voter des gens le 30 décembre, même moi, quand je suis motivé, j'aurais été voté, mais parce que je suis motivé. Le 30 décembre, on pense à autre chose. L'arrivée en masse des réfugiés a créé des tensions en France. Et que dites-vous aux salariés, chômeurs ou en précarité, qui ont un discours assez proche du FN par rapport à ces réfugiés? On leur dit qu'ils se trompent. On leur dit qu'ils se trompent. Premièrement parce que le FN, on le voit bien dans les mesures là, qu'ils commencent à annoncer, ils veulent le bonheur de tout le monde, sauf toujours de quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils finissent toujours leur phrase par sauf. Alors, évidemment, il y a les questions d'immigration, mais pour eux, les fonctionnaires sont des feignants, les chômeurs sont des feignants, les enseignants sont trop politisés, les syndicats, il faut les éliminer. Et donc, le Front National, avec un discours d'ailleurs parfois proche du nôtre, c'est la vitrine, ça. Mais dans le magasin, c'est les idées du MEDEF. Ils veulent la retraite à 60 ans, mais ils veulent supprimer les cotisations sociales. Comment on fait? Ils veulent augmenter les salaires, mais en supprimant, ils ne parlent que de salaire net. Alors que notre pays s'est construit avec la sécurité sociale sur un salaire socialisé aussi. Donc comment vous financez la retraite à 60 ans, les soins, l'hôpital, s'il n'y a plus de cotisations sociales? Évidemment, ça intéresse, la suppression des cotisations sociales, ça intéresse d'abord les patrons. Gattaz, il est pour la suppression des cotisations sociales. Ils veulent supprimer l'impôt sur la fortune. Ils veulent accorder encore plus d'aide publique aux entreprises. Donc, on dit à ces salariés, c'est vrai que c'est un discours qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Dans toute l'histoire de notre pays, en temps de crise, on a vu cette montée de l'extrême droite avec la chasse aux immigrés. Je m'appelle Martinez. Quelques-uns de mes ancêtres, quand ils sont arrivés ici, ils entendaient le même discours. Vous venez de manger le pain des Français. Donc, il y a besoin de s'expliquer là-dessus. Le Front National, premièrement, est un parti raciste. Et deuxièmement, est un parti libéral. Voilà. Bon, mais ça nous demande d'user de la salive aussi, parce que c'est vrai que ce discours-là, il est, comment dire, peut-être plus facile à entendre. Les idées populistes comme ça et racistes, c'est parfois plus facile à entendre que le reste. Et comment rendre votre discours audible devant des salariés qui sont eux-mêmes nous, on est pour un syndicalisme de proximité. C'est pour ça que, quels que soient les dirigeants, que ce soit le secrétaire général de la CGT ou le secrétaire général de l'UD, il faut aller dans les entreprises, il faut aller discuter et n'évacuer aucune question, et surtout pas celle-là. Donc si j'ai bien compris, donc vous n'appelez à voter pour personne, mais de toute façon, vous appelez à faire barrage au FN. Il faut qu'on en discute collectivement, mais ça reste... le Front National, c'est tout ce qu'on déteste en termes de valeurs dans ce qu'a construit dans notre conception du syndicalisme. C'est-à-dire de dire, si vous n'avez pas de boulot, c'est de la faute de celui qui n'a pas la bonne couleur de peau, pas la bonne religion, et encore que, ou pas le nom le plus français. Il faudrait savoir ce que c'est qu'un nom français d'ailleurs. C'est tout ce qui s'oppose à nous. Donc évidemment, on ne peut pas cautionner des idées et des valeurs racistes, et y compris un programme libéral. C'est, j'allais dire,
leur plus à eux par rapport aux autres, c'est qu'ils sont et libéraux et racistes. Et ça, on s'est toujours opposé, et la CGT, dans toute son histoire, s'est toujours opposée à ce genre de parti politique. Vous l'avez peut-être dit au début, je suis désolé, je suis arrivé en cours de On route. a noté, mais c'est pas grave. Vous retenez quoi là, de votre visite aujourd'hui sur le bassin Montluçon? Ben, ce que je disais, c'est, je note ici, mais c'est normal, hein, la même chose qu'ailleurs, c'est beaucoup de salariés qui ont des difficultés à vivre, qui ont des difficultés à faire leur travail. Et comme on a vraiment eu toute la diversité du salariat entre la grande entreprise, hein, parce que déjà à l'échelle du département, Sagem c'est une très grande entreprise, mais si on prend le groupe Safran, c'est un groupe mondial, y compris Sagem avec des salaires proches des pâquerettes, puisque ils sont dans un groupe, ils n'ont pas de grille de salaire, et leur référence c'est la convention collective de la métallurgie du département. Donc c'est quand même pas, pour être métallo moi-même, je sais que les minima de la métallurgie c'est quand même pas, c'est parfois en dessous du SMIC. Et puis une souffrance pour être libre dans son travail et pouvoir faire son travail. Ça c'est pareil. Après il y a des spécificités. Voilà, les salariés du commerce bataillent contre le travail du dimanche. Eux aussi ils ont le droit à une vie sociale. Si tout le monde travaillait moins, on ne serait pas obligé d'attendre le dimanche pour aller faire ses courses. Voilà. Et puis bon, les questions de précarité, parce que dans le commerce, il y a la précarité, les questions de temps partiel, et puis l'hôpital. Donc, des problématiques qu'on retrouve dans tous les départements, dans beaucoup d'entreprises, avec les spécificités de telle ou telle profession, mais pour être clair, c'est pas des salariés qui s'éclatent au boulot. Merci. Merci à vous.